it's not enough, in fact, to have only land-based or movements only working on land, but we need to make alliances with environmental groups, with human rights groups, across, you said multi-sectoral movement alliances. And I like the point you made about how do we hold the state accountable and stop the criminalization of people's human rights, and also how we can use, and some examples you give of how we can use international and national instruments at the local level. So thanks very much. It's been quite an amazing presentations. We have a little less than half an hour left for discussions and comments. I see that there's quite a very lively discussion going on in the chat, and we don't have time to review all that, but I would request those of you who have posted on the chat, if you want to, repeat that for everybody, or if you have questions for a particular panelist, please go ahead. I would really request everyone who takes the floor to be very brief, so that we also have time to go back to the great panelists that we have. So please go ahead. If anyone has questions, comments, but please be brief. Thank you. You can raise your hand on the, I think Masa Kone, you have no. Echata Kone. Masa or Echata, you raised your hand, you want to speak? Oui, j'aimerais faire une petite contribution. Okay, go ahead. Je peux continuer? Oui, oui. Yeah. Oui, c'est Massa Kone, porte-parole de la convergence malienne contre les accaparements des terres et de la convergence globale de lutte pour la terre, l'eau et les semences paysannes. Et moi, je félicite vraiment les panélistes qui ont touché vraiment des points saillants pour l'accès à la terre. J'aimerais quand même mettre l'accent sur un point saillant qui est très, très important, dont Gloria a un peu touché. Et il faut aujourd'hui, obligatoirement, que la gestion foncière tienne compte de la diversité culturelle et traditionnelle des communautés. Ça, c'est aujourd'hui indispensable, que les États tiennent compte de la gestion coutumière des communautés. Les communautés ont traditionnellement leur forme de gestion foncière. Ça, c'est le premier point qui facilite vraiment la sécurisation des terres, parce qu'on parle d'accès à la terre, on ne parle pas beaucoup de la sécurisation de la terre des communautés. Or, dans toutes les législations, on dit que la terre appartient à l'État, ou la terre appartient aux grands fazendeurs, ou aux grands patriarches, aux chefs coutumiers. Dans toutes les législations, nulle part, on ne voit que la terre appartient à celui qui l'exploite. Non, ils ont toujours donné une identité de propriété à la terre. C'est là où se situe le vrai du problème. Maintenant, comment résoudre cette situation? Il faut qu'il y ait un équilibre entre les lois des politiques foncières et la gestion traditionnelle des terres. Il faut qu'il y ait vraiment qu'on trouve un équilibre. Ça, c'est un. De deux, il faut du côté, il faut qu'il y ait un combat qui est transversal. Il faut vraiment que dans les législations foncières des pays, qu'on tienne compte de ces couches vulnérables. Ça, c'est un. Et tenir compte, comme on le dit en Afrique latine, la réforme agraire, mais en Afrique, la sécurisation des terres des communautés. Maintenant, de l'autre côté, au sein des communautés, dans la gestion coutumière, et qu'il y a aussi des insuffisances dans la gestion coutumière, il y a des insuffisances d'accès à la distribution des terres au niveau des femmes et au niveau des migrants qu'on appelle les allochtones, au niveau des jeunes. Il faut qu'il y ait un gros du travail pour une innovation des justes et coutumes. Parce qu'il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas aller contre la gestion coutumière des terres, mais c'est de travailler pour une innovation de la gestion coutumière des terres.
Et cette innovation va permettre d'évoluer vers l'équité à l'utilisation des terres et à la gestion des terres. C'est cette équité qu'on a besoin au niveau des us et coutumes, mais au niveau du gouvernement, des États, c'est le même équité qu'on a besoin, mais la sécurisation des terres des communes. Donc vraiment, thanks very much, Massa. I think c'est très important. Merci. Okay, thank you very much, Massa. So I'd like to request if there are other questions. You have to raise your hand so that we can see you and call you. Okay, I have Abel. Abel. Oui. Bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour. Go ahead. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Moi, j'ai une autre opinion sur la gestion traditionnelle de la terre. Parce que, comme Mike a déjà dit, la terre, pour nous les Malgaches et la plupart des pays africains, la terre n'est pas conçue comme des biens à vendre, mais c'est sacré. Donc, ça fait partie de la religion, ça fait partie de, comment dirais-je, et après ça, cette idée d'appropriation vient plus après. Et c'est ça le problème parce que les paysans ne savent pas encore la valeur, vraie valeur de son patrimoine qu'est la terre en tant que ressource, en tant que nourricière et tout ça, mais seulement des biens à contempler. C'est ça le vrai problème. Merci. Okay, thanks very much. We have Asato, Billy. Go ahead. So, can you hear me? Or Alonso from Contact. Eu posso falar. Go ahead, Alonso. Go ahead. Então, eu acho que esse terceiro debate sobre a questão agrária, reforma agrária e acesso aos bens comuns, a gente conseguiu identificar muitos problemas. A gente consegue identificar quais são os nossos gargalos. Acho que o grande desafio nosso enquanto organizações é apontar realmente do que fazer. É que a gente acabou que, novamente, no tema de hoje, qual que é o caminho a seguir. A gente tem uma diversidade de caminhos muito próprios a partir da luta e das tradições de cada país, não é nem só de cada país, mas de cada povo também. Então, acho que isso ainda é um gargalo para nós, apontar qual o caminho a seguir. Mas eu queria fazer também assim 2 comentários ainda nessa perspectiva do diagnóstico, né? Eu coloquei lá no fórum hoje uma imagem que o governo brasileiro, que o presidente colocou nas suas redes sociais ontem, que aqui no Brasil foi o Dia do Agricultor, para poder fazer menção ao Dia do Agricultor. A imagem que ele utilizou foi de um homem, de um caçador com um rifle nas costas. Essa foi a imagem que ele colocou. E fazendo alusão ao Dia do Agricultor, e na postagem, ele fazia menção à diminuição do número que ele chama de invasões, né? Das ocupações. Então, quando a população e os trabalhadores sem terra fazem a luta pela terra, eles chamam isso de invasão aqui, né? Não só aqui, mas no mundo. E a mensagem que o governo brasileiro, que o presidente Bolsonaro deu no Dia do Agricultor, foi de que as terras estavam mais protegidas e ainda fazendo menção
que estendeu o direito ao proprietário, ao dono da propriedade, que na sua maioria são grileiros de terras públicas, de terra de comunidades, a usar a arma em todo o seu território, em toda a sua propriedade. Essa foi a mensagem que ele passou ontem. E depois de uma pressão de várias notas, inclusive a CONTAG também emitiu nota, de parlamentares, eles retiraram essa imagem das redes sociais do governo federal. Mas assim, é só para poder destacar como que está. Teve uma das pessoas que falaram sobre criminalização dos movimentos de quem faz a luta pela terra, em que nível que a gente se encontra com, aqui no Brasil, a luta pela reforma agrária, a luta pela terra. Thanks very much, Alonso. We can only take, I think, one more question. So, Emmanuel, would you like to ask? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Je ne sais pas. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui. Ah oui, d'accord. Bonjour. Mais excusez-moi, je suis un peu, un peu ému de parler avec des panélistes de tous les pays, puisque j'ai par exemple une vision très partielle de la situation. C'est vrai que j'ai travaillé en Amérique latine, mais ici je me baserai plutôt comme ici en Europe sur cette mentalité capitaliste de la terre. Donc je vais parler uniquement des possibilités bureaucratiques et techniques de l'accès à la terre. C'est-à-dire que ici, nous avons voulu, ici en Belgique, faire des coalitions pour l'accès à la terre, et les arguments des politiques disent que ce n'est pas possible, c'est impossible, etc. Et plus j'ai étudié les possibilités de régulation politique, technique, plus j'ai vu que c'était possible techniquement. Donc ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'en effet, quand je vois les nouvelles orientations des commissions de travail de l'Union européenne, ces rapports de travail invitent à réguler. Et en fait, c'est totalement possible de réguler. Ça veut dire que, bien entendu, il faut sortir du précepte. Toute personne, tout acteur, toute entreprise, État ayant de l'argent peut acheter de la terre. Ben non. C'est-à-dire, de plus en plus, on va aller vers, je l'espère, une régulation. C'est-à-dire, toute personne ne peut pas, parce qu'il a de l'argent, que ce soit une multinationale, un État ou un milliardaire, acheter de la terre. Ce n'est pas comme ça. Il faut demander l'avis des populations locales. Bon, ici, c'est très bureaucratique en France, ça s'appelle la SAFER, qui est un pouvoir de préemption, mais ces instruments existent. Ça veut dire qu'une terre ne peut pas être vendue à tel prix, à tel acteur. Pourquoi? Parce que c'est une multinationale et ça menace notre souveraineté. Mais qui va décider de ça? C'est le problème, c'est bureaucratique au niveau de la SAFER, ce sont quand même des syndicats paysans, des consultations de membres du gouvernement. Donc, que ce soit pour la vente de terre, l'attribution de terre par la location, même chose, des organismes d'intermédiation entre le vendeur et celui qui cultive la terre, le bailleur et celui qui a en location sont possibles techniquement. Maintenant, la difficulté est de mettre tout le monde autour de la table, les communautés, les syndicats paysans et les gouvernements. Mais il est évident que le grand problème, c'est évidemment cette vision des gouvernements qui disent « ben non, c'est pas possible, c'est interdit par la loi, etc. » Alors que nous avons absolument toutes les déclarations de la FAO qui vont dans ce sens. La Commission européenne qui invite à réguler. Donc, il faut dénoncer le fait que ce n'est pas possible. Techniquement, je ne peux pas aller plus loin dans mes analyses techniques. Techniquement, juridiquement, c'est possible. Et l'argumentation des gouvernements sont des fausses affirmations. Ils peuvent réguler. Maintenant, c'est comment on va avoir, comment ils vont consulter la base, comment ils vont consulter les populations locales. Donc, excusez-moi d'avoir été un peu long. C'est mon espoir de réguler, voilà, un petit peu les... Excusez-moi d'avoir été trop long. Pas grave, merci. Okay, Emmanuel. Okay, we're going to take, I think, one more person. Aisatao. Are you there? No. Bonjour okay. à tous. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, Yes, oui. yes, go ahead.
Ok, merci. Et je félicite chargé de la communication de la convergence globale des luttes et ouest africaine et de l'UACDD qui est à l'initiative de la création de cette convergence. Et j'ai intervenu au lancement de ce forum qui est très intéressant, qui est sur une thématique qui est à la une des actualités aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais m'appesantir sur l'intervention de Madame Dolores qui a parlé de l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous voyons que les réalités sont différentes, surtout au Mali ici, nous qui travaillons plus avec les communautés. Et l'accès est vraiment difficile pour les femmes et les jeunes. Il faut le reconnaître. Et une fois les coutumes qui pèsent sur l'accès des femmes, ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle est considérée comme quelqu'un ou une personne qui n'a pas droit à réclamer la terre ou à réclamer une chose qui la revient de droit. Alors qu'elle en a besoin. Si nous remarquons aujourd'hui, 80% de la population est nourrie par l'activité agricole par les femmes. Et nous travaillons avec les groupements de femmes du secteur informel et grâce à nos sensibilisations et à nos communications auprès des chefs coutumiers, aujourd'hui, les femmes ont accès à la terre. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir seulement accès à la terre, mais il faut sécuriser cette terre comme Massa a eu à dire. Il faut la sécuriser. Si ce n'est pas sécurisé, c'est comme un travail qui n'est pas complet au fait. Donc, il faut que nous travaillions vraiment en synergie d'action. Et aussi, je suis d'accord avec Glory qui demande d'alliance et de partenariat surtout avec les communautés. Au lieu de régler les problèmes en haut à l'international, il faut revenir à la base et chercher les vrais problèmes d'abord avant d'aller à l'international. Sinon, si la base est sécurisée, donc il y aura moins de problèmes à l'international et au national. Donc, l'accès des femmes, c'est un peu facile aujourd'hui avec l'intervention des ONG et des associations. Thank you very much, I think. Okay, merci. Your point is very important. Okay. Okay, thank you. So I'm going to go back to the panelists. I think we've heard quite a lot today about the need for national alliances, the need for inclusive national alliances, bottom-up work, also international alliances across sectors. And I just wanted to ask the panelists, and perhaps you can also respond to some of the questions that have comments that have been made, or to respond to each other's presentation just in 2 minutes each. How do you see us going forward collectively in your own work? How can we, as I say, scale up all the work that is going on, and not obviously, base it on the rights of people, and to be led, which is a point that's been coming across, to be led by people themselves. So I'm going to start in reverse. Just 2 minutes each. Glory Luong, please, you can start. I think you're on mute, Glory. So quickly moving forward, how to build these alliances and get forward. I think that it makes more, from my experience, starting with alliances that are already existing at the grassroots levels. So for example, we heard about the West African Convergence. That is one, for example. We have La Via Campesina is already a very global movement. Starting from these points, from the experiences of the people, understanding the challenges and the gaps at both national and regional level, and then bringing on board the missing expertise. Sometimes it's missing maybe human rights expertise, maybe it's missing funding. So moving from this perspective forward, I think that is a starting point. Okay. I mean, to be brief. All right. Thanks very much. Thanks very much. Michael, would you like to...
Yeah, thank you. Everybody's spoken about alliances, and I think our challenge is how we build those alliances, which on the one hand are actually have the capacity to bring about change, and on the other hand don't compromise a strong leadership role for people's organizations. And I think as the ILC, this is a balance which is very important to us. We have within our membership the likes of FAO or IFAD, UNEP, even the World Bank. We have organizations that often might be on the other side of the fence from those that we usually work with, but we see also the opportunity to find allies within those organizations. We see sometimes the opportunity to find allies within governments, reformists within governments that we can work with. And we need to do so. We need to widen those partnerships, but as I said, without compromising on our message, without compromising on our firm commitment to system change and to the leadership of people's organizations. And I think as we do that, we need to also ask the land rights community here, and congratulations to the organizers. You've brought together a really amazing set of organizations. We need to work together effectively. We work for common goals. We sometimes have different ways of working, but those ways should be complementary. Those ways should reinforce each other. We need to be honest enough with each other when we need to challenge each other. ILC certainly sometimes has been challenged in how we work, and those are good challenges. Those help us to always keep that delicate balance that we're trying to build. But we need to spend our energies productively working in complementarity with each other. These kind of alliances are the only way that we're going to make a difference. Okay, thanks very much, Michael. Hortense, would you like to? Yes, go ahead. Merci. Par contre, moi, je peux parler. Par contre, moi, c'est pour cela, yes, en tant que membre de la Via Campesina, nous avons travaillé sur le droit paysan. Et dans le droit paysan, il y a beaucoup de thèmes qui ont été relevés, surtout sur le foncier. Nous pensons qu'à partir de ce droit paysan, on doit le traduire en langue nationale pour que les communautés puissent comprendre et connaître leurs droits. Parce que c'est un grand outil pour nous, les paysans, parce que dans le temps, dans le droit, il n'y avait pas de droit paysan et que les Nations Unies acceptent aujourd'hui ce droit paysan. C'est déjà un plus pour nous par rapport à nos luttes, par rapport au plaidoyer que nous faisons envers le gouvernement et par rapport à ce que nous faisons aussi envers les chefs coutumiers traditionnels. Donc, moi, je pense que le gouvernement et la tradition, par exemple, nous avons fait une table ronde pour mettre les gouvernements et les chefs coutumiers et les ministres des fonciers ensemble avec les paysans pour pouvoir travailler avec eux, pour que les paysans puissent comprendre quelles sont les thématiques d'aujourd'hui, où va le monde, parce que tout est un mouvement, tout est changement, parce qu'ils ne doivent pas être à la tradition, ils doivent être à jour. Donc, la Via Campesina est en train d'aider de faire ces traditions dans les langues afin que les paysans puissent comprendre, parce que la terre, c'est leur vie, c'est la mère nourricière, c'est tout ce qui est le trésor d'un paysan. Merci. Okay, thanks very much. And Raja Gopalji, you have to show us the light, the way forward, please. Thank you. One response will be to the Brazilian brief presentation, and it's for Michael, in fact. See, when you go to Brazil, you understand one family can keep thousands and thousands of acres of land. This is where this good practice idea need to be followed. You know, it's like India has a ceiling act. So a family can, however good or bad it is, but then a family can only keep 40 acres of wetland, irrigated land, or 20 acres of 40 acres of dry land and 20 acres of wetland, etc. I always thought, if this is happening in one part of the world, how do you take that idea to a country like Brazil? Because where thousands of acres of land is being held by one family. So the land ceiling idea. Similarly, in Latin American countries, we find this self-identification as a possibility, that somebody can say, look, I am an Afro descendant, and that is accepted by
by the government. Now, whereas in India, we are lining up for years and years to get a caste certificate, a certificate to prove that I'm an indigenous person. So probably ILC could, already doing it, but then how do we get these learnings and experiences to influence other countries? That is one small request, yeah. One response will be that because we are speaking about landlessness is increasing and land struggle groups need more solidarity, and we are basically speaking about a very, very insensitive, deep insensitivity situation. I thought what is important is to have alliance with middle class. You know, it's like whenever poor people get organized, there is a kind of a resistance by the middle class, as if change is not interesting, everything for us. So how do you shift this idea of power and pride? That's what I always think, that how do you shift this idea of power and pride? Middle class educated people feel that when they say my country is a military power, my country is a nuclear power, my country is a business power, etc., they feel very, very proud of that. And shifting that and saying that my country is more democratic and my democracy is functioning, and my country respect human rights, my country is addressing poverty, my country governance is more pro-poor, etc. See, unless you shift this paradigm for the middle class, all struggles, they will oppose all struggles, saying that they're all anti-national and it is not in the interest of the nation, etc. So building alliances with the middle class, educating them more about the struggle of poor class, and being proud about the changing situation at the bottom will be something very, very important in the coming years for us to succeed. Thank you. Bye. Very much, Rajaji. So it's very difficult to conclude such a rich and very promising debate. But I think I like Glory's point about let's start with what exists and see what is missing. And I think that the parallel levels of work that are quite complementary that we have seen at the national and the international level, say with the example of Via Campesina, are very important. And Michael had mentioned this current struggle that all of us are involved in to get land recognized as an international human right. The UN Committee on Economic, Social, Cultural Rights is drafting a general comment on land, and we're all trying to influence that. And I think that that's perhaps one way in which we can, Rajagopalji, you were talking about land sealing, perhaps we can bring it back sort of, if we take it to the global level and get it accepted as a principle in an instrument, perhaps we can bring it back. But I think the real challenge, but for me, it's like Michael, I feel very inspired by this kind of gathering of global voices at all different levels that we see today. And I think the big challenge is how do we continue to work together, and how do we stay in touch with each other, and how do we learn? I think it's very important to also, we talk about trainings and education, but it's also very important to have that kind of education across communities from community leaders. And how can we, as Michael was saying, provide a platform for that? So it's been an incredibly great debate, and I want to thank all the panelists for your presentations, and the participants who were very active on chat and who asked some very good questions and made comments. I want to request Christian to inform us. This is just the beginning of the Global Land Forum. So Christian, if you can tell us what is coming next and how people can stay involved. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Donc effectivement, ce webinaire clôt une première série de débats sur donc la question des sans-terre, mais il va être suivi par d'autres thèmes. Et le prochain, ce sera justement sur l'accès des femmes et des jeunes à la terre, et qui sera co-animé par la convergence globale des luttes en Afrique de l'Ouest, à partir de leur expérience sur justement comment encourager cette participation accrue des femmes et des jeunes dans les droits coutumiers.
je voudrais vous dire aussi que le débat, il y a eu des interventions très intéressantes sur le chat. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Nous avons un espace de discussion en ligne que je vais vous montrer. Donc, quand vous allez sur notre site, vous arrivez sur les discussions en ligne. Là, c'est sur le thème 1, donc sur le thème qu'on a abordé. Et vous pouvez aller ensuite observer tous les échanges qu'il y a eu. Vous pouvez traduire instantanément dans une autre langue pour que ça corresponde à votre langue. Voilà, là, on a traduit en anglais. Et vous pouvez bien sûr rajouter vos commentaires, voir vos documents, comme l'a fait Alonso il n'y a pas très longtemps, dans la discussion. Donc, pour ce qui est de ce thème, nous allons produire une synthèse des discussions. Tout d'abord, nous allons poursuivre les discussions pendant quelques jours. Et donc, certains de vos commentaires méritent, à mon avis, des échanges. Et même tout ce qui a été présenté peut être débattu. Hein, ce n'est pas écrit dans le marbre. On va produire une synthèse qui sera renvoyée à tous les participants et on espère bien que vous pourrez réagir et qu'on arrive, disons, à un document qui retrace bien l'état des débats sur cette question des sans terre et des communs. Et ce sera un des éléments, disons, qui ira s'ajouter aux prochaines discussions thématiques avec l'espoir que d'ici un an, disons, d'ici 8 mois, on ait une synthèse globale et puis, j'espère, l'occasion de se rencontrer physiquement parce que pour le moment, c'est virtuel, c'est un petit peu comment dire, frustrant. Nos amis, nos partenaires africains ont demandé ou ont proposé que le prochain forum mondial sur les luttes pour la terre se tienne en Afrique. On espère que ça sera possible dans une échéance, peut-être pas l'an prochain, mais d'ici 2 ans. Et en tout cas, d'avoir le plaisir de vous rencontrer. Voilà, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Et je vous rappelle aussi qu'au-delà des commentaires, vous pourrez retrouver la vidéo du webinaire et les différentes interventions, et également que vous êtes tous invités à poster les informations qui vous semblent pertinentes sur ce site dans la section les luttes en cours. Je suis désolé, là c'est en anglais, mais on peut avoir la version en français, on peut avoir la version anglaise. Ongoing struggles, donc vous allez dans cette section et vous pouvez poster des informations sur ce qui se passe dans vos différentes régions et les informations que vous souhaitez échanger. Voilà, merci à tous. Et merci surtout à nos conférenciers et à tous les participants qui ont fait l'effort de se joindre à nous.